C'est une immense colère qui me prend directement sur le plateau, mais vraiment une colère qui ne m'a jamais quittée d'ailleurs depuis. Il n'a pas le droit de donner le pays au Rassemblement national. Et je me dis, mais ça va être un carnage ces élections. Il y a un an, Emmanuel Macron surprenait tout le monde. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On a demandé à 3 députés de l'époque de venir vous raconter ce moment historique. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, Julien Dive, député Les Républicains de l'Aisne, et Mireille Clapeau, députée apparentée Renaissance de la Drôme. Tous l'ont vécu comme un choc, avec des points de vue parfois opposés et des issues différentes. Retour le 9 juin 2024, au soir des élections européennes, il vous raconte. Je suis sur un plateau de télévision, sur TF1, et là, pendant que une des personnes sur le plateau parle, on reçoit un texto d'un journaliste présent sur le plateau qui dit « Est-ce que vous pourriez rester un peu au-delà de l'heure finale prévue ? Emmanuel Macron va annoncer la dissolution. » Je vais en préfecture de la Drôme pour une soirée électorale qui s'annonçait pas très bonne pour le camp majoritaire. Et là, d'un seul coup, on apprend qu'il va dissoudre. Je suis au volant de ma voiture, j'écoute le président de la République s'exprimer, enfin je m'arrête sur le côté, j'appelle ma femme, et c'est un peu choquant, et enfin, c'est choquant, parce qu'en fait, immédiatement, vous n'êtes plus député. J'en ai voulu au président de la République, mais ma première réaction, c'est de me dire, c'est ainsi qu'on livre sur un plateau le pays aux extrêmes. Et je me dis, mais ça va être un carnage ces élections. C'est une immense colère qui me prend directement sur le plateau, mais vraiment une colère qui ne m'a jamais quittée d'ailleurs depuis. Mais vraiment une très très grande colère. De me dire, mais à quoi il joue ? Le choc, puis la réflexion qui est de dire, mais il est fou. Et puis après vient effectivement la colère parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de donner le pays au Rassemblement national. Je prends 48 heures où vraiment je passe par tous les états en me disant non, j'arrête là, puisque on nous humilie, on balaye d'un revers de main tout le travail qui a été fait, eh bien qu'il se débrouille, mais ça ne sera pas moi. J'écoute des personnes qui me disent quand même les sortants ont plus de chances d'être réélus. Des gens qui me disent « t'as pas démérité, tu as des projets en cours ». Je mélange tout ça et puis au bout de 48 heures, je dis « bon, allez, j'y retourne ». Là, on n'a rien anticipé, on est à nu, on n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens. Mais le plus dur, c'est pas là, le plus dur reste à venir. On a un président de parti qui, à l'époque, Éric Ciotti, on sentait qu'il allait faire une connerie et il l'a fait. Il l'a fait puisqu'il annonce qu'il rejoint Marine Le Pen et l'Union de droite dans cette campagne et embarque avec lui des militants, etc. Et forcément, là, c'est une colère folle. Ce mec, je ne vais même plus adresser la parole parce que c'est une trahison. Et vous ne savez pas comment les gens vont percevoir dans l'opinion publique. Donc il faut tout de suite mettre les choses au clair. Et moi, j'ai mis les choses au clair immédiatement. Pour moi, c'était non. Beaucoup de gens m'ont dit on a voté Macron en 2017. Et la députée qui représentait le président de la République, on a revoté en 2022 et on a voté pour vous, mais là c'est fini, on n'y croit plus, là. Il vient de faire quelque chose qui est très grave et donc non, c'est fini, on n'en veut plus. Je me dis peut-être que ça pourrait mal se finir. Mais d'un autre côté, quand on est engagé, on n'écoute pas forcément ceux qui disent on ne va pas y arriver. On a envie d'y croire, on se dit j'ai des choses à faire qui m'attendent et donc on fait campagne. Les gens me disent tu sais Julien, on n'a rien contre toi, on t'aime bien, tu fais le boulot, mais on veut que ça change. En gros, je comprends ceux qui me disent ça. Je comprends qu'ils vont voter Rassemblement national. Donc là, je comprends qu'il y a un moment de bascule. Je dis à mes équipes on va faire le boulot. Mais ça va être, je les mets tout de suite au diapason, ça va être très serré au second tour. Je ne pensais pas si bien dire. Je ne suis pas menacée directement par le Rassemblement national, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la première fois qu'on a reçu sur les marchés, en tractant vraiment des insultes racistes. Moi, dans mon équipe, il y a des personnes qui sont non blanches. C'était quotidien, quoi. Les insultes racistes étaient quotidiennes, ce qui ne s'était jamais produit dans les précédentes campagnes. Donc il y a quand même quelque chose qui se lâchait dans la société, une espèce de vanne qui avait sauté et qui était ouverte. Et on se permettait de dire à des gens, simplement en raison de leur couleur de peau, rentre chez toi, quoi. J'ai l'identification de ceux qui se présentent contre moi. Pour le RN, donc c'est celui qui est l'avocat d'Éric Ciotti dans le procès qui a eu cours entre Éric Ciotti et les Républicains.
Là, c'est une campagne assez dégueulasse en réalité, parce que le type, c'est un fou furieux, c'est un gros taré. Sur le terrain, c'est allé jusqu'à m'insulter, c'est allé jusqu'à des menaces sur des militants, des plaintes qui ont été faites. Enfin, j'ai jamais vécu une campagne comme ça. Dans ma circonscription, il y avait aussi une candidate LR. Et donc finalement nous étions 4 à pouvoir raisonnablement accéder au second tour et la candidate LR et moi-même nous avons été en dessous de la barre et donc c'était un duel RN-LFP au second tour et donc voilà, il faut l'accepter, j'ai été éliminée dès le premier tour. Je vois les premiers résultats, je dis le mec va passer au premier tour. Il manquait les résultats de la ville encore, mais ça pue vraiment, en fait ça s'arrête. Ça s'arrête ce soir en premier tour, putain c'était pas le scénario prévu. Et en fait les résultats de la ville remontent et en fait le type n'est pas qualifié, mais il fait un gros score. Je fais 36% et lui fait 47%. Le deuxième tour se fait, je vais au bureau centralisateur à la ville, on se réunit, j'étais avec Xavier Bertrand, il me dit c'est bon, tu fais la bascule de 500 voix. Je dis t'es sûr, je lui fais répéter, mais oui c'est sûr, machin, regarde. Les gens me disent bon t'as sauvé tes fesses, t'as eu. Je dis ouais, on peut le dire aussi comme ça, mais on peut aussi dire que on a mené un gros chantier pour éviter que le RN remporte. Quand j'ai débarrassé mes dossiers, ça m'a fait vraiment mal aussi. Tout ce travail-là, il est réduit à néant. Parce que vous ne pouvez plus rien utiliser, parce que les compteurs sont complètement remis à zéro. Et quand on perd, en plus, personne ne reprend vos dossiers. J'en veux aussi à mon camp, la gauche, de ne pas être capable de sortir un nom de Premier ministre et de donner ce spectacle que je trouvais tout à fait décevant et pas du tout à la hauteur, d'une incapacité à prendre cette décision qui pourtant était une décision importante et qui disait quelque chose de notre capacité à gouverner. Et je pense que c'est l'erreur de Macron, c'est de ne pas avoir nommé quelqu'un. Je pense qu'il aurait dû purger le sujet. Il nommait un ministre, alors Casté, peut-être pas, j'en sais rien, mais quelqu'un d'autre. Il y avait des personnalités à gauche qui. Il aurait dû faire ça, nommer quelqu'un, puisque la gauche était le premier, il aurait dû faire ça. Il ne serait pas resté plus longtemps que Michel Barnier, certainement. La personne ne serait pas restée plus longtemps, mais au moins il aurait pu dire j'ai testé, vous voyez, et maintenant je rebascule de l'autre côté. Il a fait un autre choix, je pense que ça a aussi crispé les gens, ça. Je me souviens m'être dit, mais tout ça pour ça. Il y avait une urgence absolue à dissoudre, et puis maintenant il faut attendre 52 jours pour nommer un gouvernement. Non mais ça va pas, c'est n'importe quoi. Donc ça m'a mis très en colère, et je crois que ça se sent encore un petit peu dans ma voix. Michel Barnier, il arrive et il annonce tout de suite, de mémoire c'était 40 milliards d'économies, je crois, ou quelque chose de cet ordre. Le camp libéral ne veut pas revenir sur sa politique. N'entend pas revenir sur sa politique, n'entend pas l'espoir qui est monté dans la société et n'entend pas aussi la mobilisation citoyenne qui a eu lieu pour ces élections. Comme s'il mettait sa semelle sur nos nuques en disant « vous ne gouvernerez jamais ». Si je dois retenir quelque chose de positif sur l'année écoulée après la dissolution, le positif, parce qu'il y a quand même beaucoup de négatifs, je pense qu'on n'a jamais autant fait adopter de lois transpartisanes que pendant cette année. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des différences de fond politique et pour autant trouver des moments d'accord, des moments de concorde, j'ai envie de dire, où il est plus important de faire passer un texte. C'est le point positif que je retiendrai de cette année. C'était le même que Sandrine Rousseau. Ça nous fait un point commun. On en a peut-être d'autres.